Imaginez une jeune fille de 16 ans à qui tout sourit. Brillante, déterminée, elle a déjà sauté une classe et décroché plusieurs bourses universitaires. Son rêve, devenir médecin ou avocate et fonder une grande famille. Cette jeune fille, c'est Iana Sawyer. Nous sommes à Jacksonville, en Floride, en décembre 2018. Iana s'apprête à passer ses examens juste avant les vacances de Noël. Mais derrière son sourire et sa douceur se cache un secret si lourd qu'il s'apprête à faire voler sa famille en éclats. Le 3 décembre 2018, Iana rassemble tout son courage pour faire une révélation à sa mère, Kimberly Mobley. Elle est enceinte. Pour sa mère, c'est un choc immense. Elle s'inquiète immédiatement pour l'avenir de sa fille, sachant qu'être mère si jeune rendra sa scolarité très difficile. Pourtant, pour Iana, la décision de garder l'enfant est irrévocable, prise le jour même où elle a senti le bébé bouger. Kimberly décide alors de soutenir sa fille et lui prend un rendez-vous chez le gynécologue. 10 jours plus tard, le 13 décembre, le verdict tombe. Iana est enceinte de 22 semaines, soit un peu plus de 5 mois. C'est une petite fille. Iana a déjà choisi son prénom, Hazel Mitchell. Passée la surprise, toute la famille se réjouit à l'idée d'accueillir ce bébé comme un cadeau de Noël inattendu. Mais une question cruciale reste en suspens. Qui est le père? Iana prétend qu'il s'agit d'un certain José, un amour de vacances rencontré en Géorgie l'été précédent. Une explication qui rassure temporairement sa mère, bien loin d'imaginer le loup déguisé en agneau qui se cache en réalité au sein même de leur propre famille. Le 19 décembre 2018, la journée commence de manière tout à fait ordinaire. Kimberly part travailler, tandis que Iana et sa petite sœur Simia prennent le chemin du lycée Terry Parker. Rien ne laisse présager le drame. Pourtant, à la fin des cours, lorsque Simia monte dans le bus scolaire pour rentrer à la maison, elle remarque immédiatement que la place d'Iana est vide. Les deux sœurs ont pourtant l'habitude de rentrer ensemble. Inquiète, Simia appelle sa mère au travail. Au départ, Kimberly tente de se rassurer en se disant qu'Iana a pu être accompagnée en voiture par une amie. Mais après de nombreuses tentatives d'appel qui tombent toutes directement sur le répondeur, l'angoisse s'installe. Ce n'est absolument pas dans les habitudes d'Iana. Les tantes d'Iana se rendent en urgence au lycée pour fouiller les lieux et interroger les élèves, mais personne ne l'a vue. Kimberly quitte son travail à son tour pour rejoindre les recherches. C'est la panique totale. Iana est une adolescente responsable. Elle n'est pas du genre à fuguer. La famille compose immédiatement le 911. En rentrant, la famille fouille la chambre d'Iana à la recherche d'un indice. Kimberly découvre alors que certains vêtements et des sous-vêtements de la marque Victoria's Secret ont disparu. À cet instant précis, Kimberly se dit qu'Iana a probablement fui la maison pour rejoindre ce fameux José, le père de son enfant. Ils ignorent encore que la vérité est infiniment plus sombre et que les caméras de surveillance du lycée s'apprêtent à révéler un détail très troublant. Les policiers ne perdent pas une seconde. Ils décident d'analyser immédiatement les caméras de surveillance du lycée Terry Parker. Et ce qu'ils découvrent est pour le moins intriguant. Le 19 décembre, à 11h pile, on voit Iana quitter l'établissement. Elle porte un sweat à capuche blanc, un jean clair, et elle transporte 2 gros sacs avec elle. Mais un autre détail interpelle les enquêteurs. Juste avant de partir, vers 10h45, Iana est aperçue à la cafétéria en pleine discussion avec sa petite sœur Simia. À en juger par leur langage corporel, les deux adolescentes semblent se disputer vivement. Interrogée par la police, Simia nie pourtant toute dispute. Elle garde farouchement un secret qu'elle a juré de ne jamais révéler. L'enquête va véritablement basculer lorsque les policiers interrogent les amis proches d'Iana. L'une d'elles lâche une information capitale. Le jour même de sa disparition, Iana lui a confié qu'elle s'apprêtait à partir passer 2 semaines avec un homme. Cet homme s'appelle Jonathan Quiles. Il a 34 ans. Pour la famille, c'est un séisme. Jonathan Quiles n'est pas un inconnu. C'est l'oncle d'Iana, marié depuis 5 ans à Naomi, l'une des sœurs de Kimberly. Le couple attend d'ailleurs leur 2e enfant. Naomi travaillant comme chauffeur poids lourd avec des horaires interminables
Iana et Simia venaient très souvent chez eux pour faire du babysitting et garder leur enfant de 3 ans. Parfois, Iana y restait même seule plusieurs jours. Pendant que Jonathan fait mine de rien, rentrant tranquillement du travail comme si de rien n'était, les langues commencent à se délier au sein de la famille. Jameta, l'une des tantes, commence à assembler les pièces du puzzle. Elle se souvient avoir trouvé le comportement de Jonathan très malsain envers Iana. En faisant le calcul, elle réalise qu'Iana est tombée enceinte à la période des fêtes de la grand-mère. Un moment où Jonathan était présent. La grand-mère d'Iana, Wilena, se rappelle elle aussi un épisode glaçant lors du dîner de Thanksgiving 2018. En sortant dans le jardin pour prendre l'air, elle avait surpris Jonathan en train de serrer Iana dans ses bras, mais pas comme un oncle le ferait avec sa nièce, comme un homme serre sa compagne. Pris de court, Jonathan avait immédiatement relâché la jeune fille. La grand-mère avait alors averti Kimberly de ne plus laisser cet homme s'approcher de ses filles. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le 27 décembre, soit 8 jours après la disparition d'Iana, les enquêteurs se rendent chez Jonathan et Naomi. Face aux policiers, Jonathan joue la comédie du gendre idéal. Il affirme qu'il est inquiet, qu'il regarde constamment son téléphone dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Pire encore, pour détourner les soupçons, il commence à salir la réputation de sa nièce de 16 ans, insinuant qu'elle est volage et qu'elle a beaucoup d'amoureux au lycée, ce qui expliquerait les sous-vêtements disparus. Il accepte néanmoins de se soumettre à un test ADN, persuadé qu'il a commis le crime parfait. Mais en janvier, le château de cartes s'effondre. Joseph Quiles, le propre frère de Jonathan, contacte la police. Il a un terrible fardeau sur le cœur. Il explique que le jour de la disparition d'Iana, Jonathan l'a appelé à 4 reprises, paniqué. Quand il a fini par la voir en ligne, Jonathan lui a confessé la vérité. Il est le père du bébé d'Iana. Il avait supplié d'avorter, mais elle avait refusé. Pour Jonathan, ce bébé allait détruire son mariage et sa vie. Alors, il a froidement déclaré à son frère qu'il s'était occupé du problème. Il l'avait tué. Joseph livre aux policiers le récit précis que son frère lui a fait. Jonathan a attiré Iana à Ace Pick and Pull, l'entreprise de pièces auto d'occasion où il travaille. Il lui a fait croire qu'ils allaient s'enfuir ensemble pour fonder leur propre famille. Iana est montée dans sa voiture, qu'il a garée à l'arrière du bâtiment, à l'abri des regards et des caméras. Là, à l'intérieur du véhicule, Jonathan a d'abord tenté de l'étrangler. Mais incapable de soutenir le regard de sa nièce, à quelques centimètres de lui, il a sorti une arme et lui a tiré une balle en pleine poitrine. Il a ensuite enveloppé son corps et l'a jeté dans une benne à ordures de l'entreprise qui devait être vidée le jour même, s'assurant que le corps disparaisse à jamais. Quelques minutes plus tard, Jonathan est filmé entrant dans un bureau pour en ressortir avec du gros ruban adhésif rouge, un outil totalement inutile pour ses tâches habituelles. Le corps d'Iana ne sera jamais retrouvé, malgré 16 jours de fouilles intenses et 5500 tonnes de déchets passés au peigne fin dans la décharge publique. Les enquêteurs y découvrent seulement des livres scolaires du lycée d'Iana et des sous-vêtements similaires aux siens. Mais le coup de grâce va venir d'une opération d'infiltration en prison. La police place un micro sur un codétenu, Damien Hatch. Dans cet enregistrement de 2 heures, diffusé plus tard au tribunal, on entend Jonathan se vanter de son crime avec un sang-froid terrifiant. Il explique qu'il savait qu'entre le moment du meurtre et le moment où la police le suspecterait, le corps d'Iana serait déjà en décomposition avancée sous des tonnes d'ordures, rendant les recherches impossibles. Il ajoute, arrogant, qu'il s'y connaît bien en décomposition, car sa propre mère avait travaillé dans une morgue. Le procès de Jonathan Keels s'ouvre enfin le 14 septembre 2023. Dans la salle d'audience, l'attitude de l'accusé choque l'Assemblée. Jonathan s'affiche tout sourire et détendu, comme s'il ne mesurait pas la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour le défendre, ses avocats tentent le tout pour le tout. Ils essayent de rejeter la faute sur Kama Humphrey, le voisin d'Iana, en insinuant qu'il est le fameux José et le véritable meurtrier. Une stratégie rapidement balayée par le procureur qui prouve que le voisin ne se trouvait même pas à Jacksonville le jour de la disparition. La défense va même jusqu'à demander au juge d'interdire l'utilisation des mots victime ou scène de crime, affirmant qu'Iana est toujours vivante
et pourrait franchir les portes du tribunal à tout moment. Mais les preuves numériques vont définitivement sceller le sort de Jonathan. En fouillant l'ordinateur d'Iana, les enquêteurs découvrent une note de 4 pages. La jeune fille y décrivait son amour pour son oncle, confirmant qu'ils entretenaient une relation secrète depuis 2 ans et qu'ils projetaient de s'enfuir ensemble pour fonder leur petite famille. Plus terrifiant encore, les policiers parviennent à mettre la main sur des échanges Snapchat entre l'oncle et sa nièce. Dans ces messages, la manipulation de Jonathan bascule dans la menace pure et simple. On pouvait notamment y lire « Je suis tellement amoureux de toi que je vais te tuer et pleurer. Tu es coincé avec moi jusqu'à ta mort. Je t'aime tellement pour te laisser partir. » Le moment le plus lourd en émotion reste le témoignage à la barre de Simia, la petite sœur d'Iana, âgée de seulement 13 ans au moment des faits. Elle avoue au juré qu'elle aussi a été victime d'abus de la part de Jonathan. Si elle a gardé le silence si longtemps, c'est par peur des représailles, mais aussi parce qu'elle savait sa grande sœur follement amoureuse de lui et qu'elle ne voulait pas lui briser le cœur. Simia raconte l'envers du décor lors des séances de babysitting. Iana, qui dormait dans le lit de son oncle lorsque leur tante Naomi était absente, les baisers volés sur le cou et les lèvres. Elle décrit cette nuit insoutenable où, partageant le même canapé que sa sœur, elle a senti le lit bouger et compris que son oncle imposait des rapports intimes à Iana. Gênée et terrifiée, elle avait fermé les yeux, faisant semblant de dormir. C'est elle qui confirme au tribunal que le mystérieux José n'a jamais existé. C'était le nom de code pour Jonathan. Après seulement 1h30 de délibération, le verdict tombe unanime. Le jury déclare Jonathan Keels coupable du meurtre au premier degré d'Iana Sawyer. Alors qu'il risquait la peine de mort en raison d'une réforme de la loi en Floride, il échappe de peu à la sentence capitale. Jonathan Quiles est condamné à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Pour la famille d'Iana, ce verdict apporte un mince soulagement. Sa mère et ses tantes déclareront que la peine de mort ou la prison à vie ne change rien à leur douleur, car cela ne leur rendra jamais Iana. Ils se disent simplement soulagés que ce monstre soit hors d'état de nuire. Iana Sawyer avait 16 ans, un avenir brillant tracé devant elle et un bébé qui s'apprêtait à naître. En un après-midi de décembre, la folie et l'égoïsme d'un prédateur familial auront brisé 2 vies en même temps. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un commentaire et à vous abonner. Cela donne un vrai coup de pouce à la chaîne. Merci aux 3 dernières personnes qui se sont abonnées. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!